présenterai pas, mais ben, je suis chercheuse en milieu de pratique au CREMIS, professeure associée à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, comme il a été mentionné, aujourd'hui, on va aborder l'itinérance au prisme du genre, qu'on peut entendre dans un double sens, hein, comme dans rapports sociaux de genre, comme dans identité de genre. Et donc, il va s'agir d'établir un dialogue, notamment en différentes recherches qui ont porté sur l'itinérance, par exemple chez les hommes, chez les femmes, chez les personnes trans et non-binaires, et de proposer des pistes pour soutenir une intervention inclusive qui prend en compte le genre. Donc, on va pouvoir se poser ensemble différentes questions. En quoi les expériences de l'itinérance chez les femmes se distinguent-elles de celles vécues par les hommes, par exemple? Qu'est-ce qu'il en est des expériences vécues par les personnes trans et non-binaires? Et qu'est-ce que ces expériences, finalement, ont en commun également? Et donc, pour nous en parler, on a un super panel d'invités. Donc, je vous présente Philippe Benoît-Côté, professeur au département de sexologie de l'UQAM et chercheur, membre du CREMIS. Élisabeth Gressler, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal, chercheuse au CREMIS où elle est coporteuse du champ État social. Jacinthe Rivard, professeure associée en travail social à l'Université de Montréal et l'ENAP. Et Josiane Kozel, coordonnatrice des services de l'Auberge Madeleine. Donc, pour rappel, on a deux principaux objectifs d'apprentissage aujourd'hui dans le webinaire. Premièrement, identifier les barrières et les leviers d'accès aux services et aux ressources en fonction du genre. Et deuxième objectif, identifier les pratiques d'intervention inclusive auprès des personnes en situation d'itinérance en tenant compte de leur genre. Et donc, le webinaire de ce midi va se diviser en 4 grands blocs. Premièrement, les présentations de nos panélistes. Deuxièmement, des questions pour les panélistes sous forme de table ronde que j'animerai. Ensuite, des questions et des commentaires du public. On a très hâte d'avoir vos rétroactions et votre input en bon français. Et finalement, la clôture du webinaire. Sans plus tarder, on est dans les temps, je regarde mon horloge, je cède la parole à Élisabeth Gressler et Jacinthe Rivard pour la première présentation. Oui, bonjour. Alors, je vais débuter. On n'a pas de support. Ça nous permet peut-être une plus grande proximité, on va voir. Donc, nous, avec Jacinthe, on va vous parler de l'itinérance au féminin. Et on va en fait s'appuyer sur une démarche de recherche qui correspond à une action concertée qui est donc une commande du ministère, qui a été dirigée par Céline Bello et coordonnée par Jacinthe Rivard de 2015 à 2017, et qui consistait notamment à mettre au jour les enjeux normatifs, structurels, institutionnels de l'invisibilisation du phénomène, donc pour rendre visible l'itinérance au féminin, à partir de 7 régions à travers le Québec. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais en gros, euh, un volet narratif sur lequel on va essentiellement s'appuyer, avec le recueil de 45 récits de vie de femmes en situation d'itinérance et de 22 focus group de récits de pratiques à travers le Québec. Et en fait, je vais commencer, en fait, on a décidé de commencer à vous parler d'abord pour évoquer les barrières, la logique en fait théorique et conceptuelle de cette démarche de recherche. En se disant que, bon, je vous ai dit 2015-2017, on peut avoir l'impression que ça date, mais malheureusement, c'est toujours d'actualité, ce dont on a pu parler. Et d'ailleurs, on profite de la tribune, je fais une courte parenthèse pour vous dire qu'il y a un livre qui est sous presse, en fait, qui va sortir en février prochain aux éditions des PUC et qui vont qui rentrent davantage dans certains des détails qu'on pourra exposer aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse surveiller les annonces. Je referme ma parenthèse. Donc voilà, on voulait d'emblée préciser aussi la manière dont on a pris en compte le genre dans cette démarche-là. Parce qu'en fait, on a adopté une approche théorique qu'on pourrait qualifier de généraliste. C'est-à-dire qu'on n'était pas exclusivement
ancrée dans une perspective féministe, bien que on ait inclus évidemment des perspectives féministes. Et ça s'explique, ça peut paraître surprenant, mais c'est le reflet de l'équipe trans et pluridisciplinaire des chercheurs qui ont composé, des chercheuses qui ont composé cette équipe et qui elles-mêmes travaillaient sur l'itinérance autant jeunesse que masculine ou féminine, tout l'un, tout l'autre ou tout ça ensemble. C'est aussi le reflet des approches d'intervention en itinérance et enfin c'est le reflet de nos intentions de recherche, ce qu'on peut appeler la boîte noire de notre démarche de recherche que j'essaye d'expliquer ici. En fait, essentiellement, on cherchait dans cette approche généraliste à déconstruire des barrières, d'abord, je dirais, théoriques et reliées aux représentations sociales, en fait, du phénomène de l'itinérance. L'image de l'homme itinérant, âgé, dans des grands centres urbains, qui empêche finalement de reconnaître la diversité du phénomène, qui n'est pas que masculin, qui n'est pas que urbain, mais sans pour autant essentialiser le genre féminin. Donc tout ne se rapporte pas dans la question d'itinérance au genre, mais il y a des points communs du processus d'itinérance et des particularités invisibilisées dans l'itinérance au féminin. Et donc, si on prolonge cette réflexion, c'est démontrer que la situation de rue des femmes n'est que la partie visible d'un phénomène complexe et dénoncer le fait qu'il y ait des invisibilités sociales, médiatiques, politiques, scientifiques des femmes qui vivent une situation de vulnérabilité, renforcées par des processus d'oppression, de domination, renforcés par des processus d'oppression, de domination, de discrimination et de violence, peuvent propulser les femmes dans des situations d'itinérance. Et finalement, sur la base de tout ça, la démarche consistait à repolitiser la question de l'itinérance au féminin. Donc c'est un fil conducteur qui concerne les barrières pour mettre au jour les injustices épistémiques de l'itinérance, d'abord au sens large et au sens féminin en particulier. Au-delà des injustices sociales, donc on peut parler de pauvreté, de logement, d'éducation, de citoyenneté, il y a des injustices plus épistémiques qui vont toucher particulièrement les femmes. Leur capacité de se dire, de témoigner de leur vécu, d'être entendues, d'être considérées en tant qu'actrices. Et c'est du coup aussi une démarche qui se voulait nécessairement participative. Au cœur de la production des connaissances se situait le vécu des femmes et leur manière d'exprimer ce vécu diversifié à partir de leurs expériences, de leurs besoins et des réponses à offrir finalement. Et donc avec une attention dans cette démarche participative, je fais je pointe un souci particulier pour l'après recherche aussi. Donc pour poser un dispositif, pour avoir des réflexions pratiques et éthiques sur la manière dont on le pose, dont on le pense, dont on le vit et dont il vit après la période même de recueil de données. On pourra en reparler plus tard. Donc finalement, dans tout ça, les barrières, elles sont pensées comme une atteinte aux droits fondamentaux des femmes selon l'articulation de la théorie de la reconnaissance et des théories féministes critiques. Donc l'expérience finalement, pour le situer là-dedans, c'est reconnaître que c'est une expérience d'exclusion, de marginalisation, de disqualification et qu'au féminin, l'invisibilisation qui la caractérise, c'est une atteinte aux droits fondamentaux. Les femmes en situation d'itinérance connaissent en fait tout au long de leur trajectoire de vie une accumulation de ruptures sociales, de ruptures des liens sociaux, subissent diverses formes de déficit, de protection de soi, de déni de reconnaissance. Donc en gros, en raison de leur âge, leurs conditions sociales, de leur santé, de leur origine ethnique,
leur orientation sexuelle, etc., des femmes sont marginalisées des espaces sociaux, qu'il s'agisse du domicile, du quartier, de la famille, du travail, de la communauté, de la société. Et donc, dans l'ombre, elles se retrouvent dans l'ombre, pardon, en situation d'itinérance ou en situation de risque d'itinérance, et de telle sorte que ça ébranle, c'est peut-être faible de le dire comme ça, le sentiment de sécurité, de dignité, d'intégrité. C'est-à-dire que ça nie la qualité de sujet, la qualité d'actrice, la qualité de citoyenne des femmes. Et repolitiser tout ça, c'est évidemment le documenter, le comprendre, j'allais dire, à partir du vécu, mais dans une perspective de transformation sociale, mais aussi pour permettre de penser les leviers de l'intervention directe auprès des femmes. Et je donne la parole à Jacinthe pour cette partie-là. Merci, Elisabeth. Alors, on parle de visibilité, hein, mais visibilité, invisibilité, les deux peuvent être douloureuses chez les femmes, hein. Soit elles sont visibles, mais stigmatisées parce qu'en situation d'itinérance, ou soit elles sont regardées sans être vues. Et ça nous a été nommé par elle. Alors, bonjour tout le monde. Elisabeth a déjà évoqué plusieurs des barrières qu'on rencontre. Je vais mettre l'accent, moi, sur les leviers davantage, puis les leviers d'ailleurs qui donnent quand même plusieurs indications sur les barrières qu'on peut rencontrer. Alors, les problématiques et les contextes évoluent. Les pratiques d'intervention en itinérance sont jamais figées dans un modèle ou une approche précise. Et clairement, les guides et les recettes sont plutôt de courte utilité. La complexification des problématiques, les systèmes d'apprentissage des professions de l'humain ont beaucoup contribué à une compréhension qui est globale, ont permis de contextualiser, dans le fond, les phénomènes. C'est une compréhension qui est clairement nécessaire pour saisir les causes sociales, par exemple, de la situation d'itinérance. Par contre, c'est une compréhension qui est beaucoup passée par l'intellect. Alors, il va falloir qu'on réapprenne ou qu'on apprenne ou qu'on continue pour certaines à se faire confiance comme intervenante, à faire confiance à à nos intuitions et non nos institutions, c'est pas ça que je voulais dire, à notre ressenti, puis oser aussi la connexion vraie avec les femmes. Et là, je vous invite à aller sur le site du CREMIS où il y a les travaux de Roch Urtubise, qui a réalisé aussi des recherches participatives avec des intervenantes pour essayer de faire émerger les pratiques prometteuses. C'est encore tout à fait d'actualité. Donc, des leviers qui se posent à différents niveaux, macro, méso, micro, et voici globalement ce qu'on a tiré de notre recherche. Des ressources qui respectent le désir de cacher la situation d'itinérance, hein, une adresse qui est gardée confidentielle, par exemple, quand on veut se sortir d'une situation d'itinérance ou de violence, quand on veut pas perdre la garde de ses enfants, quand on veut aussi protéger son intimité, on pense aux femmes trans ou même simplement à une femme qui est menstruée. La connaissance de ces ressources aussi et idéalement des intervenantes qui y travaillent. Quoi de mieux qu'une intervenante qui te dit, va à cet endroit, dis-lui que c'est moi qui t'envoie, parle à telle personne. C'est des éléments de sécurité qui sont très précieux pour les femmes. Reconnaissance des traumas, Elisabeth l'a évoqué tantôt, les traumas spécifiques aux femmes, la pauvreté, la maternité, la violence dont on entend régulièrement parler. La question aussi de considérer l'être humain au-delà du diagnostic, dans toute sa globalité, les femmes souffrent d'être vues comme un diagnostic ou comme une maladie. Pensez aussi, et là je reviens à ce qu'Elisabeth a nommé tantôt, pensez à la potentialité qu'on va créer de nouveaux besoins, alors que les femmes en avaient déjà plusieurs. Donc, ça veut dire penser l'après avant.
le plus tôt possible. Reconnaître qu'il est possible que nous créons de nouveaux besoins et essayer de prévoir le coût pour les amoindrir le plus possible. Avoir une vision aussi sur des stratégies de transition. Qu'est-ce qui va se passer après les 4 ou les 6 rencontres chez la psychologue? Qu'est-ce qui va se passer à la sortie de l'hébergement d'urgence? Donc, je pense que c'est important de pouvoir voir venir. Au niveau plus méso, les conditions d'entrée ou les règles, tu sais, qu'on devrait développer pour qu'elles soient sécurisantes. Une posture d'ouverture et d'accueil. Et dans ça, on peut intégrer le geste qui compte, le toucher ou pas en fonction de où en est la femme. Et ça, on peut le percevoir. La voix, le ton aussi qu'on utilise pour s'adresser à elle, les mots qui sont utilisés, on entend beaucoup, beaucoup au seuil de tolérance, mais beaucoup moins au seuil d'adaptabilité. On entend beaucoup prise en charge, mais beaucoup moins prise en compte. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça qu'on pourrait vous donner. L'idée, c'est de se mettre au service de ces femmes, surtout quand elles arrivent, qu'elles sont fatiguées, dépressives, épuisées, avec un manque de confiance sous zéro. Donc, c'est vraiment important qu'elles sentent que vous êtes à leur service. Accompagner aussi vers des services plus urgents, par exemple en santé mentale, toujours en se rappelant qu'un diagnostic ouvre la porte à des situations, d'autres situations de victimisation, de stigmatisation, et aussi à la perte de la garde de ses enfants. Il en faut toujours peu, hein? C'est encore d'actualité, ça. Il en faut toujours peu pour que les femmes soient considérées comme folles ou hystériques, hein? Alors, ces questions de santé mentale, le fait de se sentir accompagné est fondamental. Un mot sur les jeunes femmes l'idée de reconnaître en fait l'ampleur des efforts qui sont déployés par plusieurs pour relever les défis de ce passage à la vie adulte, mais dans des conditions vécues là, en fait dans l'adversité. Reconnaissance aussi du travail réflexif que plusieurs vont faire au fil de ce parcours pour apprendre de leur expérience, en faire quelque chose de positif et de constructif. Et au niveau plus micro, là, je m'appuie sur une citation d'une des femmes qui était dans notre comité de reconnaissance, qui, elle, nous disait, en intervention, là, c'est pas compliqué, là, il y a 3 moments très importants. Faire pour, faire avec, faire faire. Donc, faire pour, c'est quand on se rend compte justement que la personne n'a plus comment dire, est absolument incapable en fait de faire quoi que ce soit. Donc, on fait à sa place. Faire avec, c'est lui donner la main, c'est l'accompagner parce qu'on sent qu'elle a encore un peu besoin d'aide. Et faire, ben, c'est lui dire, vas-y, je te connais, tu es capable et je suis là derrière si jamais tu as des besoins. Les femmes ne sont pas passives devant l'injustice ou la violence. Elles déploient différentes stratégies comme le recours aux services d'aide, au système de justice, la décision de quitter, par exemple, un partenaire violent, rompre avec un cycle de violence et de précarisation sociale. Toutes ces stratégies sont des leviers pour l'intervention. Il faut simplement y être attentif et le reconnaître. Barrières, Elisabeth en a parlé. Je pourrais juste dire au niveau des barrières qu'on pourrait en parler à partir du fait que les femmes ont moins recours aux services d'aide que les hommes. On pourrait, par exemple, vous parler de la théorie du non-recours, mais on verra tout ça au moment de la discussion, si vous le voulez. Voilà. Merci beaucoup, Jacinthe. Merci beaucoup, Elisabeth. Vous êtes parfaitement dans les temps. Merci beaucoup pour votre, votre sérieux. Je trouve que ça ouvre vraiment de manière très, très intéressante la discussion. J'anticipe déjà de multiples liens là, avec les prochaines présentations. Peut-être pour faire une transition, là, je pense que les rapports visibilité, invisibilité, hein, ça semble déjà être quelque chose qui ressort et que je sais qui va ressortir des résultats de Philippe Benoît. Donc, un rapport ambivalent à la visibilité du genre, peut-être qu'on peut dire.
Puis deuxièmement, je pense que Jacinthe nous rappelle bien que l'intervention, c'est avant tout une interaction humaine et je pense que c'est quelque chose aussi qui va traverser d'autres présentations. Donc, si ça vous va, on pourrait passer sur ces mots à la présentation de Philippe Benoît. Super, parfait. Moi, j'ai des diapos, donc je vais partager mes diapos. Ça fonctionne, vous voyez? Je vois ce qui se passe. Bon. Vous voyez bien les diapos. Donc, bonjour, Philippe Benoît Côté, donc c'est ça, professeur au département de sexologie à l'UQAM. Moi, on m'a demandé un peu un tour de force, donc d'essayer de faire le bilan là, de deux études que je mène depuis quelques années. Vous comprendrez que je ne ferai pas le bilan exhaustif de ces deux études. Je vais me concentrer vraiment plus sur la question là, des barrières et des leviers, comme c'est un peu la thématique en fait là, de notre présentation aujourd'hui, puis en gardant en fait le focus sur la question du genre. Et vous allez voir là, en fait, mes deux travaux que je mène actuellement, une étude porte sur les hommes et l'autre porte sur les jeunes trans et non-binaires. Donc, je vais essayer de tenter de mettre un peu là, les enjeux là, en tension. Euh, un des premiers enjeux que je veux aborder, un peu comme en introduction en fait, de ma présentation, c'est l'idée en fait que ça a été un peu abordé tantôt par Elisabeth, mais le phénomène de l'itinérance en lui-même est souvent vu et conçu en fait avec une vision très normative qu'on pourrait nommer hégémonique en fait, qui renvoie en fait à toute la conceptualisation là, de Connell sur la masculinité hégémonique. Donc, on a vraiment une vision très normative en fait du phénomène, qui est très centrée en fait sur les réalités des hommes et même plus spécifiquement des hommes cisgenres, hétérosexuels, blancs, euh, euh, en situation de dépendance, donc à un certain âge aussi, là, qui est souvent mobilisé, donc des hommes autour de 30, 50 ans. Donc, finalement, on se rend compte assez rapidement que quand on parle de l'itinérance, on pense souvent en fait à une catégorie très, très pointue, très, très réduite en fait du phénomène. Ça a tout plein en fait, de répercussions pour la suite des choses. Euh, donc, cette conception-là hégémonique, en fait, se traduit dans différentes enquêtes, dans différents dénombrements. Là, on le sait, là, on a plusieurs types d'enquêtes un peu comme ça, épidémiologiques, là, qui est fait, entre autres, au Québec. On pense au dénombrement qui est fait là, depuis quelques années. Il y a des enquêtes similaires qui sont faites au Canada, aux États-Unis. Et souvent, un des constats qui émerge, c'est cette idée d'une surreprésentation, en fait, des hommes dans nos sondages, dans nos enquêtes. Et c'est souvent aussi mentionné quand même dans ces enquêtes-là qu'il y a des biais en fait inhérents à ces enquêtes-là. Puis un de ces biais-là, c'est la façon dont on va questionner les personnes, la méthodologie qu'on mobilise, qui fait en sorte qu'on va souvent se centrer sur euh, l'espace public ou les services qui sont mobilisés en fait par les personnes. Et quand on met ça en tension, on se rend bien compte qu'effectivement, l'espace public, les services sont occupés en fait par une partie de la population bien spécifique, qui sont les hommes, cisgenres, blancs, hétérosexuels. Donc, c'est pas surprenant qu'on arrive avec cette surreprésentation-là de cette réalité-là, parce que c'est la méthodologie qu'on déploie et ce qui est un peu, euh, je dirais, un peu un effet cercle vicieux derrière ça, c'est que ça vient teinter la façon dont on pense les services, dont on va orienter après ça les activités d'intervention qui vont être déployées. Même les politiques sociales aussi vont être organisées un peu de cette façon-là. Et là, ça fait écho un peu à l'étude, là, ici, le côté IAL 2024, là, donc une étude qu'on a menée plus spécifiquement sur les politiques sociales, en fait. Là. Donc, on a regardé comment on parle des hommes, en fait, dans les plans d'action, dans les plans stratégiques sur la question de l'itinérance. Puis, on s'est rendu compte, en fait, dans cette étude-là, qu'effectivement, le masculin, pour penser l'itinérance, c'était un peu le modèle finalement hégémonique. Euh, les hommes étaient souvent mis en tension, en fait, avec d'autres populations, les femmes, les personnes trans, les personnes non-binaires, les jeunes, dans certains cas, comme si vraiment les hommes étaient vraiment un peu l'étalon de mesure, en fait, pour comprendre, puis auquel on va comparer, en fait, l'ensemble des réalités. Fait que ça teint vraiment notre vision, puis plus loin que ça homogénéise. Donc, on a tendance à voir, en fait, les hommes en situation d'itinérance comme un tout unifié, ce qui est clairement pas le cas. Donc, ça ne nous permet pas, en fait, de capter, en fait, cette pluralité, cette diversification, en fait,
des réalités chez les hommes notamment, mais aussi chez d'autres populations, comme Elisabeth a mentionné, voir regarder les femmes, regarder les personnes trans, regarder les personnes non-binaires. Donc, faut avoir cette vision-là en tête, je pense, là, de cette conception un peu hégémonique, de la masculinité hégémonique comme conception forte pour comprendre le phénomène de l'itinérance en lui-même. Les prochaines diapos que je vais vous présenter, c'est des données issues des projets que je parle un peu depuis tantôt, là. Donc, deux projets, un sur les hommes, un sur les jeunes trans non-binaires qu'on appelle trans de rue. Je n'irai pas dans le détail. C'est deux enquêtes qualitatives, c'est deux enquêtes qui déploient une méthodologie similaire, donc des entrevues individuelles avec les personnes. On a fait aussi des groupes de discussion là, avec les personnes intervenantes à travers aussi différentes régions. Donc, on n'était pas centré uniquement à Montréal, on avait différentes régions aussi au Québec. Donc, on a un portrait, je dirais, un peu plus général, en fait, d'un ensemble des enjeux territoriaux là, au Québec. Fait que si on regarde la question là, des hommes et le rapport, en fait, des hommes à l'égard des services, euh, ce qu'on a découvert, c'est plusieurs choses. Un des premiers constats, en fait, c'est tous les mécanismes, en fait, d'exclusion de certaines catégories d'hommes, en fait, dans nos services. Et là, en fait, les hommes qui sont les plus exclus ou les plus marginalisés, je dirais, de nos services, c'est les hommes au statut minorisé, donc les hommes trans, les hommes racisés, les hommes issus de l'immigration. Donc, c'est des hommes, en fait, qui nous disent ne pas être reconnus, en fait, dans ces services-là. Et là, ça parle, en fait, de ce que je nommais tantôt, c'est que les services sont principalement orientés vers une catégorie d'hommes assez spécifique, donc des hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, âgés entre 30 et 50 ans, comme j'ai nommé. Ce qui fait que quand on sort en fait de cette catégorie, ben, les hommes ne sont pas reconnus. On ne reconnaît pas non plus ces jeunes-là, ces hommes-là. Ce qui fait en sorte aussi que les hommes vont peu aller vers ce genre de service-là. Ils vont se retrouver à la fois en mode refus et exclus des services. L'autre enjeu, c'est toute la question aussi des services qui sont vus comme étant très autoritaires dans certains cas, avec un cadre très rigide. Là, ça fait référence à toute la question de la masculinité traditionnelle où les hommes ont un désir, en fait, souvent pour correspondre à cette représentation de la masculinité traditionnelle, une certaine liberté, une certaine force dans leur choix de vie. Et là, avec un cadre trop rigide, les hommes se sentent un peu pris, en fait, dans ce rapport au service. Ça parle, en fait, des rapports de genre qui construisent l'expérience des hommes dans le contexte de l'itinérance. En ce qui concerne les refus de service, un des enjeux qui a beaucoup émergé, en fait, c'est l'idée de méfiance, de rancune, en fait, des hommes par rapport au service. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les hommes ont passé souvent à travers de multiples institutions. Je pense à la DPJ, les expériences carcérales, des services des services de soins là, dans les hôpitaux, par exemple. Et ça ne se passe pas toujours très bien pour différentes raisons, ce qui fait en sorte que les hommes développent vraiment une très, très grande méfiance, un bris de confiance là, à l'égard des services. Ça les met en tension aussi, ce qui fait que, ben, ils vont tendance un peu à repousser finalement là, l'utilisation de certains services ou les utiliser, mais avec une méfiance constante qui fait en sorte qu'ils vont se mobiliser d'une façon très spécifique aussi, plus peut-être avec une certaine forme d'agressivité ou une mise à distance en fait à l'égard des services. Ça, c'est mis en tension aussi avec le fait que les hommes nous ont dit ne pas vouloir non plus se montrer vulnérables, de vouloir se montrer indépendants, de ne pas vouloir se montrer dépendants par rapport au service. Ça, encore une fois, ça fait écho à cette masculinité hégémonique là, ou traditionnelle. Donc, des hommes qui veulent montrer en fait qui sont justement autonomes, indépendants, forts, sont libres de leur choix. Et là, se retrouvent pris un peu sous la loupe, là, sous la coupe, là, je dirais, là, des services. Donc, ça les renvoie à un peu un sentiment d'impuissance par rapport à ces enjeux. Puis l'autre idée aussi qui a beaucoup émergé, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas vrai que les hommes n'utilisent pas les services. Ça a été nommé tantôt là, par Jacinthe et Elisabeth. Les hommes, en fait, utilisent tout plein de services, en fait, dans leur trajectoire de vie. Par contre, souvent, c'est des enjeux très spécifiques, pour des besoins très spécifiques, aller chercher de la nourriture, aller chercher des vêtements, aller chercher un logement. Euh, mais qui ne vont pas ouvrir nécessairement facilement sur d'autres enjeux. Fait que c'est pas vrai que les hommes sont en refus de service, vont utiliser les services, vont avoir de la difficulté peut-être à peut-être parler de certains enjeux, et ça renvoie encore à cette masculinité traditionnelle. Et c'est là où le bas blesse, c'est que souvent les hommes se retrouvent à trop attendre pour demander de l'aide,
psychosocial, par exemple, ce qui fait en sorte que quand ça ramasse dans les services, ben, ils sont dans une logique d'urgence, une grande détresse, en fait. Et là, ben là, les intervenantes ont l'impression qu'ils font face à de grandes crises, ce qui est juste, ce qui est vrai. Il y a eu plein d'occasions, probablement, qui ont été lancées là, dans les trajectoires de vie des hommes. Au niveau des jeunes trans et non-binaires, certains éléments similaires, certaines distinctions aussi peut-être à mettre de l'avant. Un des enjeux qui, somme toute, un peu semblable, c'est encore cette idée d'invisibilisation. Donc, ce que les jeunes trans non-binaires nous ont dit, c'est qu'ils se sentent peu représentés en fait, dans les services qui sont offerts actuellement, notamment dans le contexte de l'itinérance. Un grand manque d'adaptation des services, là, donc pas de services spécialisés, on le sait, là, tu sais, au Québec, à Montréal, il y a pas de ressources d'hébergement pour les jeunes trans non-binaires. C'est un manque là, vraiment criant. Les jeunes nous en ont beaucoup parlé. Ça, couplé avec le fait que les organismes sont centrés sur des politiques hétérocisnormatives, donc on présume d'emblée de l'hétérosexualité, on présume de la cis-identité des jeunes, donc on ne va pas poser beaucoup de questions en fait sur la question de l'identité de genre chez les jeunes, ce qui fait qu'on a l'impression d'être peu reconnus par les services. L'autre enjeu aussi important, c'est de prendre en considération que l'organisation des services en ce moment est extrêmement genrée et organisée dans une logique binaire. On a des organismes femmes-hommes, femmes cisgenres, hommes cisgenres. Évidemment qu'il y a des mouvances en ce moment. C'est accueilli avec beaucoup de joie, mais il reste que l'organisation des services est beaucoup dans cette logique-là, genrée et binaire, ce qui fait en sorte que les jeunes trans non-binaires se retrouvent pris avec peu de services adaptés à leur réalité, doivent faire des pieds et des mains pour y avoir accès, de mentir, de se faire violence, en fait, pour accéder à certains services. Et ça, ajouté dans un contexte où les jeunes, en fait, nous rapportent beaucoup là, d'homophobie, de biphobie et de transphobie à l'intérieur des services, des expériences de violence perpétrées surtout par les autres jeunes. Ce qui était beaucoup mentionné, c'est que les intervenantes ne vont pas produire nécessairement ces enjeux de violence, ces comportements de violence, mais ce qui était rapporté, c'est que les intervenantes ont souvent tendance à peu agir, peu intervenir quand il se passe certains enjeux là, homophobes, biphobes ou transphobes, ce qui renvoie en fait l'impression aux jeunes trans et non-binaires que ben, finalement, là, les actes homophobes, biphobes et transphobes sont tolérés, peut-être même permise en fait dans les services, ce qui va participer en fait au refus de service de la part des jeunes. Je suis rendu où dans mon temps? Je pense que je suis tantôt. Je commence à tirer vers la fin. Oui, il te reste un bon 2-3 minutes, je dirais. OK, bon, c'est bon, parfait. Fait que je vais juste ouvrir un peu la réflexion sur les services. Donc, comment on peut peut-être repenser les services? Donc, qu'est-ce qui a émergé en fait de nos travaux? Euh, un élément qui a été nommé tantôt par Elisabeth et Jacinthe, donc cette idée d'accompagnement sensible humain émerge vraiment de mes deux études, là, autant chez les hommes que chez les jeunes trans et non-binaires. Cette idée d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu comme une personne à part entière, comme un citoyen à part entière, de ne pas être vu comme des numéros ou comme juste réduit aussi à son genre ou à son identité de genre, tout en reconnaissant en fait que cette composante-là est importante, mais c'est l'être humain en fait avant tout qui est mobilisé. Un des exemples que j'aime bien nommer là, sur cet enjeu-là, c'est toute la question chez les hommes là, qui nous ont dit en fait qu'il faut penser les services au-delà de ce stéréotype de genre. Donc, les hommes, en fait, nous ont dit, quand ils parlaient, en fait, là, des services ou des services idéaux, ils ne parlaient pas des services centrés sur monter une montagne ou faire des activités sportives ou frapper sur un punching bag, là. C'était vraiment l'idée de, on veut des gens qui soient là pour nous, qui nous écoutent, qui nous laissent parler, qui restent en contact avec nous. Donc, c'est toute la question de l'humanité. Donc, c'est vraiment de sortir, finalement, d'un cadre normatif. Il faut penser à l'intervention dans les stéréotypes de genre. Puis l'autre grande piste aussi, je pense, c'est d'essayer de contrer finalement cette figure hégémonique de l'itinérance, là, d'essayer de sortir du carcan où nos services doivent être pensés à l'aune des hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres. Évidemment que c'est une réalité qui est présente, qui est présente dans le champ de l'itinérance, là, sur le phénomène de l'itinérance, mais il y a cette idée d'agrandir en fait notre réflexion, puis d'essayer de permettre en fait à nos services d'aller au-delà uniquement de cette figure hégémonique,
Ça veut dire quoi? C'est de penser à des pratiques inclusives, finalement, là, donc de mettre en place des actions qui vont contrer toute forme de discrimination, de laisser entrer là, les personnes avec des statuts minorisés, d'adapter nos services à ces réalités-là. Et là, ça fait penser beaucoup là, aux jeunes trans et non-binaires qui, à la fois, reconnaissaient cette importance d'être vu comme d'être humain, tout en reconnaissant aussi les enjeux identitaires en fait, auxquels sont confrontés en ce moment, puis en disant ben, c'est important de comprendre en fait qu'on est des jeunes trans et non-binaires. Évidemment que ce n'est pas nécessairement le focus complet de l'intervention, mais de le savoir, ça permet d'organiser et d'en prendre acte en fait là, dans l'intervention. Donc, j'arrêterai là. Et on a des petites publicités pour les études. On a des fiches là, qu'on a développées à la fois pour le projet sur les hommes. Vous pourrez aller consulter ça. Puis sur l'étude sur les jeunes trans non-binaires, là, on a aussi du matériel là, qui était produit, entre autres, un joli zine, en fait, là, qui a été mobilisé par le comité jeune avec tout plein de messages là, à la fois politiques et aussi personnels là, qui étaient proposés dans ce zine-là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Philippe Benoît. Passionnant. Merci beaucoup d'avoir fait cet exercice, comme tu dis, assez exigeant là, de présenter des résultats importants de 2 recherches sur plusieurs années avec des thématiques différentes, même si c'est toujours autour de la question du genre. Encore une fois, je trouve que, bien évidemment, il y a plein de parallèles qu'on peut établir entre les différentes présentations. La question des normes sociales, hein, c'est sûr, ressort beaucoup. Normes de genre, normes de l'intervention, normes des services. Ce qui ressort aussi, je trouve, c'est l'idée que chaque personne fait une utilisation des services, a un rapport aux soins, à l'intervention, à la demande d'aide. Et que oui, ça peut être modulé par le genre, l'identité de genre, les rapports de sexe et de genre. Puis on revient aussi à la question de l'accompagnement, hein, qui, je pense, va prendre une forme encore plus pardon, flagrante avec Joséanne, parce que je sais qu'elle va nous parler de à quel point il est possible de matérialiser certaines valeurs dans l'accueil, l'accueil, je dirais au sens fort, l'accueil des personnes. Donc, je te laisse tout de suite la parole, Josiane. Merci. Donc, je vais moi aussi vous partager un PowerPoint. Donc, voilà, ça devrait fonctionner. Donc, oui, Joséanne Cosette, je suis coordonnatrice, dans le fond, des services à l'Auberge Madeleine. Donc, je vais essayer de parler un peu de concrètement comment nous, on actualise ça à l'Auberge Madeleine auprès des femmes en situation d'itinérance. Moi, mon rôle en tant que coordonnatrice, c'est vraiment de m'assurer que les services qu'on offre à l'auberge répondent aux besoins des femmes que nous accueillons et aussi de soutenir les intervenantes au quotidien pour qu'elles puissent avoir les outils nécessaires pour justement répondre à ces besoins auprès des femmes dans leur intervention. Rapidement, l'Auberge Madeleine, pour les personnes qui ne connaissent pas nos services et notre mission, ça fait 40 ans qu'on existe. On fait de l'hébergement qu'on dit court terme, donc c'est des séjours de 6 semaines pour les femmes en situation d'itinérance. On a 26 chambres individuelles. Ça correspond à environ 300 séjours par année. Et on nomme, nous, que notre approche, c'est vraiment au seuil d'inclusion, intervention féministe intersectionnelle, ainsi qu'en réduction des méfaits. Et on va le voir vraiment un peu plus loin dans ma présentation, comment est-ce que ces approches-là s'actualisent, mais sont aussi des leviers à l'intervention auprès des femmes. Au niveau de notre offre de services, on offre de l'accompagnement et du soutien auprès des femmes qui sont hébergées, mais en fonction de ce que les femmes, elles, souhaitent faire durant leurs 6 semaines. Donc, il n'y a absolument rien d'obligatoire. On offre des activités. On offre aussi du soutien post-hébergement. Donc, les femmes peuvent nous rappeler, même si elles ne sont plus hébergées pour... quand elles ont des enjeux, on offre du soutien par téléphone. On a aussi un service aux ex-résidentes qui sont en logement. Donc, on a une intervenante qui suit des femmes en logement afin de prévenir un retour à la rue. C'est environ 70 femmes par année. On a un taux d'occupation de 101%. Les femmes le nomment qu'elles aiment venir à l'auberge. Certaines voudraient être à l'auberge 365 jours par année. Et malheureusement, c'est pas possible parce qu'on a des refus
plus de 6 à 7 000 refus par année. C'est vraiment au niveau du manque de place qui est criant pour les femmes. Qui sont les femmes que nous accueillons rapidement? C'est des profils extrêmement hétérogènes, mais il y a des oppressions qui se recoupent dans ces profils-là. Le premier est au niveau du genre. Les personnes que nous accueillons, ce sont tous des femmes. 95% des femmes cis, 5% des femmes trans. Au niveau de la pauvreté, 100% des femmes qu'on accueille vivent de la pauvreté. Au niveau de la santé mentale, 72% des femmes qu'on accueille nomment avoir un enjeu au niveau de la santé mentale. Et c'est pas étonnant quand on se dit que ces personnes-là vivent une situation d'itinérance. Je pense que notre santé mentale à tous serait touchée dans cette situation-là. Et au niveau de la violence, et là, c'est vraiment des données qui sont auto-révélées, donc que les femmes ont bien voulu nous partager. 65% d'entre elles nomment vivre de la violence. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de l'agresseur, seulement 3% des personnes, des femmes qui ont vécu de la violence, l'agresseur est un inconnu. Donc, dans la majorité des cas, la violence que les femmes vivent est vécue par quelqu'un qu'elles connaissent et souvent quelqu'un en qui elles ont confiance. Et donc, on va le voir plus tard à quel point c'est un élément qui est extrêmement important parce que le parcours des femmes qu'on accueille est vraiment ancré de violence. Et donc, cela vient impacter la santé mentale de celle-ci, mais aussi comment elle va recevoir les services dans lesquels elle va chercher. Et il faut se dire aussi que lorsque quelqu'un en qui on a confiance brime celle-ci, ça a un impact tout au long de notre parcours. Plusieurs aussi femmes ont normalisé des enjeux de violence, ce qui fait qu'elles ne vont pas nommer nécessairement que c'est de la violence. Nous, dans notre lunette intervenante, on est « Ah oui, c'est très violent » et pourtant, quand on nomme à une femme qui nous dit que son conjoint la traite de folle, de conne, à répétition, on dit « Ben, c'est quand même de la violence psychologique, tu sais, c'est quelque chose. » Puis elle est comme, ben non, c'est pas violent, il m'a jamais frappé. Donc, on voit vraiment qu'il y a aussi une construction au niveau de ce qu'est la violence et que quand ce n'est pas physique, c'est très diminué. Par contre, et là, je vais vous parler de conditions gagnantes que on a à l'auberge, que j'ai un peu ressorti en 3 catégories, qui est la première, le sentiment de sécurité. Dans le fond, ce qu'on remarque, c'est que les femmes, de par leur parcours, ont vécu quand même beaucoup de violence, beaucoup de trauma, et donc le sentiment de sécurité est très affecté. Le sentiment de sécurité, c'est aussi très subjectif d'une personne à l'autre, et donc pour moi, je peux me sentir en sécurité alors que la personne devant moi, elle ne se sent pas en sécurité. Donc, c'est vraiment important en tant qu'intervenant, intervenante, de se mettre à la place de la personne qu'on a devant nous et non par nos lunettes. Et le premier point, c'est la non-mixité. Vraiment, ce qui augmente le sentiment de sécurité des femmes, c'est d'être dans des milieux non mixtes. Elle le nomme clairement. Nous, on a des femmes qui nous appellent pour une place à l'auberge et qui nous disent en ce moment, je suis dans un hébergement qui est mixte et je ne me sens pas en sécurité. Il y a des hommes, je veux quitter. On le voit aussi dans les taux d'occupation des hébergements qui sont mixtes. Les taux d'occupation sont beaucoup plus bas que dans les hébergements non mixtes. Les femmes ne se sentent pas en sécurité. Elles y vont afin de ne pas être à la rue, mais lorsqu'elles sont dans ces endroits-là, elles sont toujours sur le qui-vive, en hypervigilance et le plus tôt qu'elles peuvent quitter, le mieux elles s'en portent. Donc, vraiment, au niveau des services, si ceux-ci peuvent être pensés de façon non mixte,
c'est vraiment essentiel. Nous, à l'auberge, on a aussi fait le choix d'avoir des chambres seules. Ça vient augmenter le sentiment de sécurité. Dans plusieurs endroits, c'est des chambres mixtes, des chambres partagées ou des dortoirs. Les femmes le nomment, bien que ça peut être des personnes du même genre qui partagent la chambre, elles ne se sentent pas non plus en sécurité. Quand on dort, on est quand même très vulnérable et donc les chambres seules, c'est quelque chose que les femmes nomment à l'auberge vraiment apprécié. Ça permet aussi d'avoir une certaine intimité. Quand on est à la rue, la chose qu'on n'a pas, c'est de l'intimité. Et donc, une chambre seule, ça permet vraiment de pouvoir se déposer et d'avoir l'hypervigilance qui diminue. Une chose que les femmes nomment qu'elles aimeraient, que nous, on n'a pas à l'auberge, c'est des verrous sur les portes de leur chambre. On voit vraiment, tu sais, tout ce qui peut être mis en place physiquement pour augmenter le sentiment de sécurité. C'est très important pour elles. On a fait le choix à l'auberge de ne pas mettre de verrous pour des questions de sécurité. Si jamais il se passe quelque chose, on veut être capable d'avoir accès à la chambre. Mais ça n'empêche pas les femmes d'user de stratagèmes pour mettre des choses sur leurs poignets, mettre des chaises derrière la porte, pour que si quelqu'un tente d'entrer dans leur chambre, elles vont l'entendre, elles vont le savoir. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose au niveau c'est ça, du sentiment de sécurité. Par la suite, on a aussi des caméras. On n'a pas de caméras à l'intérieur, mais on a des caméras à l'extérieur pour s'assurer que n'entre pas qui le veut dans l'auberge. Les portes sont barrées. Ça procure un sentiment aussi de sécurité aux femmes qui se disent qu'une fois à l'intérieur de la ressource, elles sont en sécurité. Je pense que mes collègues du panel l'ont nommé au niveau de l'adresse confidentielle, là, Jacinthe le nommait, ça fait en sorte qu'on sait qu'on est dans un endroit sécuritaire où c'est pas n'importe qui peut me trouver. Si je me sauve de chez moi parce que je me sens pas en sécurité, je sais que je suis dans un lieu sécuritaire. Une autre condition gagnante, c'est vraiment l'inclusion et l'appropriation de l'espace. Nous, on mise sur le fait que c'est plus qu'un lit qu'on offre. Donc, c'est des endroits quand même accueillants, chaleureux, bienveillants. C'est pas un lit de camp, il y a un matelas, il y a de la literie, il y a un oreiller, il y a même des fois plus que juste un oreiller. Donc, les femmes peuvent être vraiment confortables, se déposer et on les invite à aussi s'approprier le milieu. Donc, à donner leur opinion sur les services. Et c'est pas juste de les écouter, c'est de mettre en place aussi ce qu'elles demandent. Donc, on a une boîte à suggestions, puis on passe à travers les suggestions. Les femmes avaient demandé à ce que le couvre-feu soit plus tard. Maintenant, il est à 2 heures du matin. À ce que la salle multimédia soit ouverte durant la nuit. Maintenant, elle l'est. Je veux dire, on n'est pas juste là à dire qu'on veut les écouter et on prend aussi en considération et on l'applique. Et on a aussi des affiches vraiment inclusives dans toutes les aires communes de l'auberge, ce qui fait en sorte que quand tu rentres à l'auberge, c'est pas juste l'image d'une femme blanche entre 30 et 40 ans avec je veux dire, qui passe inaperçue. On a des femmes de couleur, on a des femmes autochtones, on a des femmes peut-être avec un handicap visuel, donc avec une canne. Ça fait en sorte que quand les femmes voient les espaces, elles se sentent reconnues et elles se disent « j'ai ma place ici ». C'est pas juste pour moi. Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans leur discours. Je mérite pas d'avoir ma place, je prends la place de quelqu'un qui en aurait plus besoin. Alors que c'est faux. Toute femme mérite d'obtenir des services. La dernière chose, dans nos conditions gagnantes, c'est vraiment au niveau de la posture professionnelle. On en a beaucoup discuté, mais comment est-ce que ça se fait concrètement au niveau, c'est d'avoir une réflexion sur nos privilèges. Nous, dans la dernière année, avec l'équipe, on a fait un exercice qui s'appelle la marche des privilèges pour être capable de nous faire ressortir nos préjugés, nos stéréotypes et vraiment se
se sortir de cette lunette d'intervenante. On veut vraiment essayer d'être à l'horizontale avec les femmes. Et ça passe par sortir du cadre et de la rigidité des structures, de juste faire rentrer des femmes dans des cases, c'est passer vraiment à côté de l'être humain qu'on a derrière nous. Un exemple vraiment rapide, c'est à un moment donné, on a une femme trans qui revenait à l'auberge et qui est arrivée en sang parce qu'elle s'est faite attaquer sur son retour par une personne, par un inconnu, à cause de son identité, parce que c'était une femme trans. Et donc, on appelle l'ambulance parce que quand même, elle saigne beaucoup, elle a le poignet vraiment enflé. Et les paramédics arrivent, la première chose, c'est qu'ils la mégenrent. Et donc, ça part déjà pas très bien. Puis, on arrive à ce qu'ils utilisent le bon pronom. La femme embarque dans l'ambulance et demande à ce que les portes de l'ambulance ne se ferment pas parce que, ben, elle ne donne pas d'explication. Elle demande à ce que les portes ne se ferment pas. Et les ambulanciers disent non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Nous, faut fermer les portes pour la confidentialité. Et en fermant les portes, la femme s'est retrouvée prise à l'intérieur de l'ambulance et ça a déclenché chez elle une réaction très vive de par le bagage qu'elle porte, de se retrouver cloisonnée dans un petit endroit avec deux inconnus. Et donc, elle est sortie de façon très précipitée et les paramédics de dire Madame ne collabore pas aux soins et donc nous la soignerons pas et ils ont quitté. Donc, Madame n'a pas reçu des soins parce que, elle ne collaborait pas selon eux. C'est vraiment de penser l'intervention en lien avec les traumas des personnes qu'on va accompagner parce que parfois, dans nos interventions, on va déclencher des réactions chez l'autre qui vont nous paraître exagérées, mais pour l'autre, ce n'est pas exagéré parce que cet autre est porteur souvent de trauma et donc, c'est vraiment important de réfléchir euh, à ce qu'il y a derrière cette réaction-là pour éviter de déclencher ceux-ci. Ça ferait le tour pour moi parce que je vois que le temps file et donc j'arrête mon partage. Merci beaucoup, Josiane. Encore une fois, là, vous avez tous fini à la minute près que j'avais dans mes notes. Donc, vraiment, là, c'est exemplaire. Merci beaucoup, Josiane, pour ta présentation passionnante. Encore une fois, hein, je pense que ça se répond, là, tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur différents thèmes. Donc, on commencerait la portion table ronde, si vous voulez, donc de discussion des panélistes entre eux, entre elles et eux, avant de passer à la portion avec la salle. Donc, vous avez tous et toutes entendu les présentations des autres. Comme on a dit, il y a différents parallèles, ça se parle, ça se répond. Et donc, à la lumière un peu aujourd'hui des présentations des autres panélistes, donc je vous interpelle, chacun de vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez souligner en ce qui concerne les expériences de l'itinérance, par exemple chez les femmes, chez les hommes? Les personnes trans, les personnes non-binaires, qu'est-ce qu'elles ont en commun? En quoi ces expériences-là se distinguent-elles? On a vu aussi différentes barrières, différents leviers dans vos interventions. Donc, je ne sais pas si on avait un ordre pour les interventions, là, ou si je faisais juste vous lancer. Non, OK. Donc, je vous lance la question. Chers panélistes, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer à réagir aux présentations des autres? Bah, écoutez, moi, je veux bien me jeter à l'eau. Ça ne veut Merci. pas dire que ce sera bien. En tout cas, au fur et à mesure où j'écoute tout le monde, c'est passionnant parce que ça nous amène à revisiter nous-mêmes ce qu'on raconte, ce qu'on a l'impression d'avoir l'habitude de dérouler. Et finalement, c'est toujours un exercice, moi qui m'enrichit à chaque fois. Une fois que j'ai dit ça, là où je m'en vais, c'est que ce qui m'a frappé particulièrement, puis on voulait l'évoquer, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, c'est à quel point il y a dans tout ce qu'on a évoqué le concept de non-recours, en fait. On n'a pas eu le temps de l'expliquer, donc j'aimerais bien prendre une seconde
pour l'expliquer, c'est un concept qui vient plutôt de la science politique, qui s'intéresse aux dispositifs d'intervention, aux politiques sociales, et qui nous aide, moi je trouve, à comprendre les enjeux qui ont été nommés, puis toujours dans cette dialectique entre ces barrières et ces leviers, parce que on voit bien évidemment l'interrelation entre en matière d'itinérance au féminin, l'invisibilité. Mais Philippe Benoît l'a dit aussi, chez les hommes aussi, ça fluctue. Il n'y a pas une visibilité comme en tout cas on se la représente. Donc l'invisibilité, l'itinérance, les injustices épistémiques. Puis en fait, le non-recours, donc je disais, c'est l'étude des dispositifs, des politiques sociales, des systèmes, des formes de soutien. Et donc c'est comprendre pourquoi, comment on n'utilise pas ce à quoi on a droit, comment on ne fait pas valoir finalement ces droits, puis c'est ce qui se passe. Et la réponse, elle n'est pas que dans l'individu, c'est pas parce que ben, je ne sais pas comment m'y prendre. Puis, tu sais, Jacinthe l'a expliqué, il y a des réactions à cette invisibilité chez les femmes, chez les hommes. Mais donc, le situer dans le non-recours, ça nous permet vraiment de comprendre les causes qui sont évidemment au niveau des conditions d'entrée, de l'accueil, donc tu sais, un niveau, ce qu'on va appeler plus macro, de comment on définit la durée des séjours, les pièces administratives interminables qu'il te faut et puis qui sont pas claires pour ta demande d'aide sociale, bon, etc., etc. C'est aussi les conditions d'accueil. Puis on en a parlé, et du coup, c'est aussi la posture. Mais dans la posture, il y a aussi la lecture de l'intervenant, de sa compréhension lui-même des dispositifs, des services, des programmes, etc. Et puis, Josiane l'a bien expliqué, ce qui se joue dans cette rencontre, tu sais, puisque ça prend en fait aussi de développer cette posture et qu'on n'a pas toujours l'occasion et le temps de faire. Et donc, le non-recours, c'est 4 choses. C'est la non-connaissance des droits et des services. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont complexes aujourd'hui, puis qui fait que c'est compliqué, c'est difficile de comprendre comment que les types de droits qui peuvent exister pour soi, mais c'est aussi la non-proposition. Puis ça, on le voit comment ça peut être renforcé par l'invisibilité, la difficulté à rejoindre les personnes dans la complexité de cette rencontre, de verbaliser, et aussi la complexité des dispositifs, des services, des programmes. C'est évidemment la non-réception, puis ça, on le voit très bien à l'aide sociale, puis je trouve ça éloquent. Tu sais, tu disais, Josiane, il y a 16% de femmes qui n'ont pas accès à des revenus. C'est quand même énorme. Alors, est-ce que c'est par choix? Est-ce que, bon, en tout cas, tu sais, il y a une réflexion à avoir là-dedans. Et c'est finalement la non-demande. Donc, penser que j'ai éventuellement pas droit à un service, je vais m'auto-disqualifier aussi. Et donc, moi, je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça replace un petit peu tout ce qu'on explique. Évidemment, ça peut être réfléchi au prisme du genre et c'est important de pouvoir le faire. Je tiens à dire que nous, à l'époque, on ne l'a pas posé comme ça, notre réflexion, parce que ce cadre théorique, il n'avait pas la popularité qu'il a à l'heure actuelle. Philippe Benoît, on voit que tu as réussi à mieux intégrer ce cadre. Mais clairement, le manque de visibilité renforce le non-recours à travers toutes ces formes, quelles qu'elles soient, en fait. Donc moi, ça m'évoque ça. Et j'oubliais tu sais, je reviens à penser aussi l'après. Puis là aussi, on est dans tout ça. Et Josiane, ça m'a beaucoup parlé, ce que tu dis. Puis là, ça m'a transposé dans une réflexion que j'ai depuis 20 ans, que je m'intéresse à ces questions-là, et particulièrement en jeunesse, avec le mythe aussi de la dépendance qui vient nous propulser qui nous fait nous propulser dans le non-recours parce qu'il faut qu'on accueille, il faut que ce soit chaleureux, mais peut-être pas trop parce qu'il y a un risque et c'est mauvais en fait qu'on s'accroche à un intervenant ou à un organisme.
Puis, bon, moi, je suis pas d'accord avec cette idée-là, mais je sais qu'on est aussi avec cette idée-là dans l'intervention et qui, enfin, en tout cas, c'est une des causes, à mon avis, dans une certaine mesure, de situation de non-recours. En tout cas, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, tout à fait. Merci beaucoup, Elisabeth. Puis je vois que Josiane a déjà envie de rebondir. Oui, ben, je pense que dans la non-recours, il y a aussi une reprise de contrôle, tu sais, de sa vie. Quand on est dans des organismes, veut pas, nous, on travaille à essayer d'être le plus horizontal possible, mais de par défaut, on est en position d'autorité. De par défaut, on va décider de ce que tu vas manger parce qu'on offre un menu. De par défaut, il y a un certain cadre, bien qu'on essaye qu'il soit extrêmement flexible. Et donc, tu sais, souvent, au niveau du revenu, c'est pourquoi je demanderais de l'aide à une institution qui me met à l'écart. Pourquoi j'irais dans une ressource qui va me dire à quelle heure je dois manger? Pourquoi, tu sais, il y a une reprise de contrôle et de pouvoir de décider de sa propre vie. Et oui, au niveau de l'intervention, ce que tu disais, j'ai perdu mon filon pour ton autre point parce que je suis aussi d'accord, mais je me rappelle plus, je suis d'accord sur qu'est-ce que tu disais à la fin. Sur le fait Mais de s'accrocher à un intervenant ou à un service, il y avait cette oui, idée de le en mythe fait, de la c'est qu'il dépendance. faut, oui, il faut sortir. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette idée que les gens, tout le monde doit vivre seul dans un appartement. Travailler 40 heures semaine. Tu sais, il y a un cadre normatif dans lequel il faut s'inscrire et si on ne s'inscrit pas dans celui-ci, on le dit, on le répète, les services ne sont pas adaptés. Alors que, je veux dire, moi, les femmes qui veulent vivre 365 jours par année à l'auberge, comme si on avait de l'argent puis qu'on ferait un auberge comme ça me dérangerait pas là, que vous restiez. Ils sont plusieurs veulent payer, c'est pas ça l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas cette ressource-là, ça n'existe pas. Donc, je veux dire, et en quoi est-ce que offrir quelque chose de digne et humain fait en sorte que la personne s'ancre? Plusieurs d'entre elles aussi ne veulent pas être ici. C'est un choix dans un non-choix. Donc, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour la continuité de cette réflexion, Josiane. Oui, Philippe Benoît? Ouais, ben, faire du pouce un peu sur la notion de non-recours, en fait, que je trouve fort pertinente, là, tu sais, puis mais je trouve qu'au prisme du genre, ça nous amène à penser que le non-recours, tu sais, puis le non-recours, cette notion-là, c'est à la fois les tensions entre l'individu puis les institutions, mais c'est qu'il y a comme une couche aussi supplémentaire, tu sais, puis je trouve que cet enjeu, en fait, du genre nous amène aussi à voir que ce non-recours-là se situe dans des rapports de pression, en fait. Il y a des systèmes de pression dans lesquels on est pris comme société, tu sais, puis c'est comme l'exemple du patriarcat, moi, j'ai trouvé ça flagrant, en fait, dans l'étude, autant chez les jeunes trans et non-binaires que chez les hommes, comment ce système, en fait, patriarcal, tu sais, joue constamment, en fait, tu sais, en tension, entre autres chez les hommes notamment, là, comment ils sont pris dans cette tension-là avec la représentation tu sais, de la masculinité traditionnelle, chez les jeunes trans aussi, non-binaires, là, tu sais, qui se retrouvent pris avec une figure qui n'est pas la leur. Ça joue ça sur le recours et le non-recours en bout de ligne parce que les services sont offerts, mais sont pensés pour un genre bien particulier, en fait, qui ne correspond pas au leur, en fait, là, et qui se retrouvent à choisir, pas choisir. Là, tu sais, c'est choisir de ne pas y aller parce qu'il n'y en a pas de service. Tu sais, fait que c'est pas tant un vrai choix, là, c'est un choix contraint. Là. Puis il y a une reprise de pouvoir, évidemment, en disant, ben, tu sais, je dors dehors, puis je vais manifester, puis c'est ma façon de me montrer mon désaccord, mais en même temps, les ressources ne seront pas nécessairement adaptées. Fait que, tu sais, c'est pas un choix complètement ouvert, en fait. Là. Fait que je trouve que cette notion-là de non-recours, elle est vraiment intéressante, mais je trouve qu'il faut la placer dans un système beaucoup plus large, en fait. Tu sais, puis on pourrait rajouter tu sais, le patriarcat, le capitalisme. Tu sais, c'est tout ça, en fait, qui se joue et qui pousse les personnes, je trouve, là, puis qui vient influencer clairement, en fait, leurs actions individuelles. Là. Oui, merci, Philippe Ouais. Benoît. Jacinthe, est-ce que tu désires ajouter quelque chose? Je pense que c'est à moi, là. Hein. Je ne lèverai pas ma main et puis je vais aller complètement ailleurs. Alors, mais je vais essayer d'être pertinente quand même. En fait, tu sais, vous parlez de conditions quand même, là. Tu sais, il y a actuellement des conditions
exceptionnelles, très particulières, des conditions d'intervention qui font que c'est extrêmement difficile d'intervenir dans les meilleures conditions, justement. Et moi, je suis très impliquée là, dans des organismes communautaires qui interviennent auprès de personnes en situation d'itinérance et je me rends compte que un des constats qui nous saute au visage, c'est que les intervenants n'ont pas de soutien. Alors, tu l'as à peine évoqué, là, Joséanne, mais reste que la pratique réflexive, pardon, le soutien qu'on peut trouver justement dans ces rencontres, des formations, etc., c'est les premières choses qui sautent quand on est débordé et on est débordé actuellement. Donc, elles savent qu'elles doivent se rencontrer et réfléchir ensemble, mais ça nécessiterait de fermer la boutique. Et comment fermer la boutique quand ils font la file devant? Donc, c'est vraiment une situation qui est difficile, qui est lourde à porter, et pourtant, on sait que pour tenir la route, il faut se sentir solidaire de quelque chose. Et enfin, moi, je voulais quand même le nommer parce que je pense que c'est une situation vraiment extrême qu'on vit actuellement. Oui, merci de nous souligner les conditions matérielles objectives dans lesquelles tout ça se fait ces années-ci. Ben, ça fait une bonne transition pour la prochaine partie du panel qu'on voulait recentrer sur une de nos productions Crémis, le guide des bonnes pratiques en itinérance, que je vous invite à consulter. Et donc, pour ceux qui sont moins familiers avec ces contenus, c'est une production qui est composée d'une vaste gamme de fiches en vue de soutenir l'intervention, justement. Les fiches qui nous intéressent aujourd'hui sont des compléments d'informations qui portent sur des populations spécifiques. Donc, une fiche sur les femmes, les hommes, les populations LGBTQ. L'idée derrière ces fiches-là, ce n'est pas d'essentialiser des groupes qui composent la population itinérante, mais plutôt de synthétiser des constats qu'on retrouve dans la littérature scientifique, notamment en ce qui concerne les trajectoires. Et donc, en amont de ce dîner, nous avons demandé à Joséanne de lire ces fiches complémentaires d'informations. Tout ça dans le but de lancer la conversation autour de ces fiches en faisant une espèce de lecture critique et donner des repères à la pratique. Et donc, Joséanne, est-ce que tu es toujours partante pour nous partager ta réception de ces fiches? Oui, mais en fait, j'ai pas fait cette réflexion tout seul, là. Je l'ai faite avec ma collègue à la direction, là. Mais puis je l'ai faite sur les fiches des femmes. Je voulais pas m'approprier, ben pas m'approprier. J'étais moins à l'aise de critiquer Tout à le, fait. le reste. Mais en premier, ma première critique là, que j'avais nommée au début en préparation de ça, c'est que c'est très soft comme comme complément. Je pense que c'est un exemple c'est quand on parle que les femmes sont méfiantes envers les institutions, ben on nomme pas clairement pourquoi elles sont méfiantes, mais elles sont méfiantes parce qu'elles vivent de la violence institutionnelle. Donc, tu sais, je pense que c'est important de nommer un chat, même si parfois c'est difficile à entendre. Par ailleurs, on fait une petite mise en garde au début quand on parle du dénombrement, mais encore là, c'est extrêmement soft. Je n'ai pas le mot traduit en français. Le dénombrement, sincèrement, c'est ce qui, malheureusement, c'est ce sur quoi le gouvernement se base pour faire son plan d'action et donc tout ce qui n'est pas de l'itinérance visible n'est pas dénombré et donc n'est pas inclus dans son plan d'action et donc nous n'avons pas de services adaptés. Ce qui fait en sorte que les femmes, on le nomme souvent, c'est de l'itinérance cachée, donc on n'est pas dénombré et donc les services ne sont pas adaptés. Je pense qu'il y aurait quelque chose à revoir dans toute cette façon de faire. Par ailleurs, aussi, quand on parle de l'intersectionnalité chez les femmes, dans le guide, on fait une liste de
de personnes, de conditions intersectionnelles, mais je pense que il faut aller au-delà de la liste et d'expliquer plutôt pourquoi ces oppressions-là cumulées ensemble apportent des enjeux. Ça va être très différent pour une femme blanche qu'une femme racisée ou encore une femme qui parle seulement anglais. Par ailleurs, nos services des institutions, c'est presque plus possible d'avoir des services en anglais. Ça fait partie des violences institutionnelles. On ne peut pas être servi dans la langue qu'on le souhaite. Et dans les besoins particuliers des femmes, il manque la non-mixité. Donc, c'est quelque chose quand même que nous, on revendique beaucoup, là. Le Berge Madeleine fait partie du partenariat à la prévention, à la lutte, à l'itinérance des femmes, donc le PLIF qu'on appelle. Et le PLIF milite beaucoup sur plus de services 24/7 non mix. Donc, c'est ça, on manque un besoin fondamental dans la liste des besoins des femmes. Sinon, c'était ça ma prémisse de base au niveau de ce petit complément de guide de bonne pratique. Voilà, mais je pense que le but, c'était de vous entendre aussi autour de cela. Oui, oui, tout à fait. Malheureusement, le temps file. Donc je ne sais pas à quel point on va pouvoir faire participer les autres panélistes si on veut se réserver un temps pour discuter un peu avec la salle. Anne, Naomi, est-ce que j'ai une bonne lecture qu'on serait rendu au temps des questions avec la salle? Oui. Mais merci beaucoup, Josiane, parce qu'on aime ça que nos contenus restent vivants, hein, puis dynamiques et questionnés. Donc, pour nous, ce ne sont pas des savoirs figés, là, c'est en constante évolution. Donc, merci beaucoup pour cette table ronde, pour ce panel, en tout cas, bref, ces questions croisées. Donc, on ouvrira à la salle, donc simplement pour vous présenter un peu l'esprit de la chose. Ce n'est pas nécessairement dans une optique de débat, là, on est plutôt dans un espace pour soutenir les pratiques d'une diversité de personnes intervenantes dans une diversité de contextes. Et donc, on ne pourra probablement pas répondre à vos questionnements cliniques concrets, mais des partages qui posent des questions relativement succinctes, mais qui peuvent s'adresser à une diversité de personnes pour qu'on puisse donner aussi la parole à différentes personnes différentes. Et donc, une question générale, hein, ça pourrait être comment résonne le contenu des présentations et des échanges avec vos contextes d'intervention. Naomi, je pense qu'on avait peut-être déjà quelqu'un qui avait la main levée, je ne suis pas certaine. Oui, tout à l'heure, il y avait Isabelle Dicker qui souhaitait poser une question, mais en fait, à ce moment-là, on était encore dans la période de table ronde, donc j'inviterais peut-être Isabelle, puisqu'elle a signalé qu'elle voulait poser une question, à prendre le micro. Mais est-ce que c'est un bon moment maintenant, là? Oui, bonjour, on vous écoute. C'est ça, écoute, j'ai travaillé dans la grande marginalité comme intervenante communautaire, notamment là, au pavillon Patricia McKenzie, là, où on voyait, là, tu sais, moi, je tenais de la grande marginalité dans le travail, puis tu vois le nombre de personnes trans, là, c'est comme aberrant, là, tu sais, dans la réalité, la prostitution, dans la réalité. Puis moi, ce que je trouvais difficile comme intervenante, donc je suis plus là, l'équipe était vraiment super, mais ce que je trouvais difficile, c'est qu'on avait toujours un certain nombre de femmes qui spinaient des refuges, puis que on savait qu'elle n'allait pas aller vers aucun programme, où ça m'est arrivé d'accompagner là, une femme, là, tu sais, on cumule là, santé mentale, toxico, puis je savais qu'elle aurait été capable de vivre en appartement, puis à la 6e rencontre de logement social, on l'a pas pris. Il y a des affaires comme ça qui sont crunch, là, tu sais, où il y a des affaires que j'ai appris, par exemple, personnes réfugiées, acceptée comme réfugiée, donc avec tous les droits, mais à l'époque, je savais pas, bon, on lui propose quelque chose, elle s'entend un peu au paradis, et là, elle refuse de le prendre, quand on les refuse, la consigne, c'est, ben, tu as refusé quelque chose, donc c'est out. Il y a des situations comme celle-là où des gens là, tu sais, qui ont une déficience intellectuelle, santé mentale, qui spinent dans les services, puis pour lesquels on n'offre rien. Puis moi, je me rappelle, là, à l'époque, quand il y a eu la COVID, là, pour moi, c'était positif. Parce qu'ils ont dû, à cause de la distanciation, ils ont dû réduire le nombre de personnes
Mais ça m'a permis de prendre le temps parce que, tu sais, quand la dame, là, excusez-moi le nom de l'auberge Madeleine, dit la personne est 6 semaines en hébergement, ben c'est vite, 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 out, puis l'interaction, il faut aller, ça n'a pas de sens, ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système-là. Donc, donc c'est ça que j'avais envie de nommer, puis un peu comment ça tire de ça. On a bien beau être pour la vertu, là, mais si on propose encore un 6 semaines à une personne, c'est pas vrai là, qu'on fait. Alors, il y a des personnes pour qui, quand on propose des beaux programmes, puis qu'il y en a, parce que souvent, on n'a rien à proposer aux gens, mais tant mieux. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de politique là, qui est vraiment plus large. Puis, moi, c'est comment on suscite quelque chose, autre chose, là, parce que il y a quelque chose, puis il y en a de plus en plus, hein, ce qu'on voit, là. Donc, c'est un peu message d'espoir, s'il vous plaît. Merci. Merci Isabelle pour votre question. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir sur la difficulté de trouver des leviers dans un système complexe avec énormément de barrières propres à l'intersection des appartenances, des Je vais situations? peut-être juste réagir rapidement en donnant un exemple supplémentaire. Moi, je connais une ressource où les personnes en situation d'itinérance ont accès à une chambre avec salle de bain pour 5 ans. Et je vous assure que les personnes stressent sur le après le 5 ans. Donc, c'est clair là, que 6 semaines, c'est probable que ça crée des enjeux. Même après 5 ans, ils se demandent, oui, mais moi, si je suis rendu à telle ou telle place, qu'est-ce qui va m'arriver après 5 ans? Puis là, ben, on voit la difficulté à trouver des logements. Donc, je pense qu'ils ne sont pas à côté de la réalité, ces gens-là, hein? Je pense qu'on avait quelqu'un qui ne trouvait pas la main levée. Ah, pardon, Philippe Benoît, tu avais quelque chose à ajouter? Ben ouais, je pense qu'une des stratégies, c'est peut-être. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, là, mais tu sais, je pense qu'il faut sortir de la logique d'urgence. C'est important d'avoir des services en urgence, tu sais, comme on a actuellement, là, des services où on prend les gens quand ils se retrouvent désaffiliés, ils se retrouvent à la rue. Il faut continuer à le faire parce qu'on le voit, bon, ça augmente, mais je pense qu'il faut changer notre logique d'intervention. Puis je pense, je ne sais plus c'est qui en a parlé, je pense que c'est peut-être Elisabeth tantôt ou Jacinthe, là, mais le modèle, en fait, de prévention, je sais que c'est pas sexy, ce modèle-là. Les politiciens, politiciennes ne trouvent pas ça nécessairement sexy parler de ça parce qu'on ne voit pas les effets, mais, mais, mais on peut les voir. On le voit en ce moment que ça ne marche pas là, de tout pallier dans les hôpitaux puis prendre les gens là, quand ça va vraiment pas bien. Il faut penser autrement. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir un regard aussi sur des trajectoires. Là, on n'en a pas beaucoup parlé là, entre nous, mais tu sais, on fait beaucoup de travaux sur les trajectoires. Qu'est-ce qui mène les personnes à se retrouver en situation d'itinérance? Puis là, on voit en fait des mécanismes, des points de rupture, des points de bascule sur lesquels en fait on pourrait intervenir. Puis c'est un peu ça aussi que j'évoquais tantôt quand je disais que les hommes en fait ont tendance à aller voir les services, mais pas nécessairement demander de l'aide, mais ils vont dans les services, mais c'est tout plein d'occasions manquées à différents moments donnés, manquées par les hommes eux-mêmes, manquées par les intervenants qui étaient là, qui n'ont pas saisi des occasions. Fait que je pense qu'il faut juste revoir notre façon de penser l'intervention. Évidemment qu'il faut continuer à le faire là, dans la rue, là, puis continuer à avoir des organismes, des ressources d'hébergement, là. Mais il faut essayer de voir aussi. Puis ça veut dire que cette fameuse responsabilité collective qu'on parle tout le temps, là, qui veut dire plein de choses, mais pas non plus de façon très claire, ça nous prend un leadership fort. Fait que je pense que le ministre Carman doit jouer un rôle fort de leader, mais ça veut dire que l'ensemble des autres ministères doivent aussi soutenir cette vision-là. Ça veut dire qu'il faut penser l'école, il faut penser les différentes institutions, les hôpitaux à différents moments donnés, puis intervenir réellement là, auprès de ces personnes. Merci Philippe Benoît. Naomi, je demande ton opinion. On a deux panélistes qui souhaitent réagir. On a une personne qui veut poser une question. Il est 28. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, j'en profite en fait pour dire que évidemment le dîner officiellement va prendre fin à 1h30, mais officieusement on a un petit 15 minutes de grâce en fait pour poursuivre la discussion. Mais dans le souci quand même d'attraper les questions officiellement, je pense que j'irai plus rapidement vers la question du public. Puis je vous inviterai en fait à réagir, à faire du chemin sur l'idée que vous avez les panélistes Oui, Elisabeth, là-dessus. Jacinthe, gardez votre main levée si vous voulez. Tani, Parent? Alors, c'est à mon tour, j'imagine.
Donc, ben merci pour cette belle réflexion. Je pense qu'on est à un tournant dans notre société où est-ce que la réflexion se pose. Euh, particulièrement, ben, parce que là, on observe l'itinérance sous l'angle du prisme du genre. Euh, il y a quand même un phénomène qui est assez nouveau dans notre société en ce moment, si on parle dans le long terme de notre historique, au niveau du genre, au niveau du transgenrisme aussi. On a parlé beaucoup, vous avez parlé beaucoup, tu sais, de la réalité que les services en ce moment qui sont offerts à la population sont sous un modèle qui est quand même assez vieux et ancien. On a parlé, Philippe, on a parlé beaucoup, en fait, au niveau du patriarcat, au niveau du cisgenrisme. Donc, la réflexion est comment bien adapter finalement les services au niveau de l'itinérance à tous ces types de clientèle-là qui sont plus vulnérables. Je pense, entre autres, quand en tant que société, on choisit d'être inclusive et de donner accès à des transgenres qui étaient autrefois de sexe masculin, à des services qui sont maintenant exclusivement accessibles aux femmes. Il y a là aussi un enjeu dans le sens que en situation d'itinérance, on travaille avec des femmes qui sont extrêmement vulnérables, qui ont connu des situations de violence, d'abus par rapport aux hommes. Donc, veut pas, la personne transgenre qui se retrouve dans ces ressources-là est quand même une source d'insécurité. Alors, comment est-ce qu'on peut aussi, en prenant en considération dans notre société une vision inclusive de cette transformation sociale-là qu'on est en train de vivre, comment est-ce qu'on peut adapter des services à ces personnes trans-là, tout en continuant à prendre soin, en sécurisant cette autre clientèle vulnérable-là qui est la clientèle féminine. Dans le même ordre aussi, que si on pense à un transgenre qui était à l'avant une femme et qui choisit de devenir un homme, dans une perspective qu'elle ne doit pas nécessairement se sentir en sécurité, entourée d'hommes non plus. Puis, on peut aller encore plus loin aussi au niveau de la vulnérabilité de certaines clientèles. Quand on pense à des personnes en situation qui sont immigrants, qui n'ont jamais connu ces scénarios de vie-là, ou des personnes âgées, ou des personnes qui sortent de l'hôpital après avoir vécu des épisodes, je ne sais pas, cancer, quoi que ce soit, qui se retrouvent à la rue. Fait que comment est-ce qu'on peut prendre soin de ces clientèles-là vulnérables en considérant vraiment tous les scénarios, puis chaque être humain derrière tout ça. Fait que je pense qu'il y a vraiment une grande réflexion dans comment on peut mieux orienter nos services en ce moment. Mhm. La Merci, Tani. Je pense que j'inviterai en fait nos panélistes à répondre. On veut pouvoir laisser la place, c'est ça, à d'autres questions par la suite. Donc, j'inviterai, pardon, les panélistes à réagir aux besoins. Ben, en fait, tu sais, puis je trouve. Ben, je me permets, Jacinthe, je sais pas si tu voulais y aller. Ouais. Merci. Ben, je trouve qu'on est quand même sur une discussion où toutes les interventions sont en lien. Moi, ça me renvoie à ce dont j'ai toujours entendu parler, mais ça fait 20 ans, je le disais, que je suis au Québec et puis que je travaille sur ces questions-là, de ces personnes qu'on rencontre quand on fait de la recherche en itinérance ou de l'intervention qui ont trop ou pas assez de problèmes pour être pris en charge. Puis pour répondre à la question d'Isabelle Dicker, et si tenté qu'on... Enfin, ça appelle quand même une réponse qui nécessiterait peut-être un petit peu plus d'élaboration et de temps, mais en gros, c'est évident qu'il n'y a pas une approche unique de la solution. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, puis moi je partage absolument ce que Philippe Benoît a exprimé, notamment par rapport à la prévention. Mais moi, une réflexion qui me revient souvent, et pour travailler aussi sur d'autres sujets qui ont plus en lien avec la lutte, la défense collective des droits des personnes en situation de pauvreté, par exemple, c'est la nécessité qui... Puis Jacinthe, elle disait se faire confiance, se refaire confiance.
et pour moi, ça va dans le même sens, c'est se réapproprier nos pratiques et nos fondamentaux d'intervention. Tu sais, moi, parce qu'il n'y a pas de roue nécessairement à réinventer quand on revient à l'histoire de l'organisation communautaire au Québec. Je ne dirais pas que tout est là, mais ces réflexions, elles ont traversé le temps et l'histoire, et dès l'émergence des organismes communautaires dans l'ADN, alors c'est un peu curieux pour moi qui suis française de me la ramener avec cette thématique-là, mais c'est dans l'ADN de l'histoire de l'organisation communautaire que pour moi se trouve aussi une grande partie de la réponse. Donc revenir à nos fondamentaux, revenir à nos approches, revenir à nos valeurs. Et moi, je développe dans ma réflexion actuellement ce que j'appelle peut-être maladroitement encore la réparation du lien. Et en fait, c'est vraiment dans cette réponse à ces situations de désaffiliation sociale et institutionnelle, tu sais, on ne va pas revenir au non-recours, mais travailler dans le sens de l'affiliation individuelle, personnelle, sociale, communautaire et citoyenne, mais sans les détacher. Et je pense qu'on a eu cette tendance dans le temps à séparer en fait ces thématiques-là dans la prise en charge, alors que historiquement, l'ADN des organismes communautaires pensait ça en bloc et donc se posait pas la question de savoir si la personne elle allait être dépendante. C'était un filet de sécurité qui se situer dans la société avec un projet de société alternatif. C'est une autre idée des rapports sociaux, de l'économie, et donc du travail, du revenu, bon, etc., etc. Et je pense qu'on ne l'a pas perdu, mais on a, parce qu'on manque de temps, de financement, bon, etc., etc., on l'a évoqué, je ne répéterai pas, mais on n'a pas d'espace pour se réapproprier, puis revisiter et oui, pouvoir savoir où on habite par rapport à cet ADN-là. Bon, c'est un peu rapide comme réponse, mais... Josiane? Oui, là, je vais changer de sujet. Je voulais répondre à Tani. Nous, à l'auberge, on a fait beaucoup de réflexions justement sur l'inclusion des personnes trans. On est encore dans une réflexion pour les personnes non binaires parce que pour nous, c'est vraiment important que si on fait le pas, on ne recule pas et si on le fait comme il faut. J'ai d'ailleurs mis dans le chat un rapport de la table des groupes de femmes de Montréal qui, eux, se sont penchés sur justement les services, l'inclusivité des services pour les personnes, excusez, on me dérange, pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre, donc de savoir comment est-ce que celles-ci se sentaient dans ces services-là et ce qui ressort de cette recherche, c'est surtout la posture des intervenants. Philippe Benoît l'a nommé que les intervenants n'interviennent pas quand il y a des gestes transphobes. C'est comme une autre forme de violence. Nous, à l'auberge, on part de la prémisse du respect, je veux dire, parce que souvent, si on va parler de transphobie, les femmes vont dire, ben c'est pas mon propos, il est pas trans. Pourquoi il y a une femme avec une moustache? Puis on est comme ici, toutes les personnes ici sont des femmes. Puis là, quand on dit ce que tu dis, c'est transphobe, la femme elle ne comprend pas. Donc, on part de la prémisse du respect. Donc, ce que tu dis, c'est plutôt irrespectueux. On commande pas le corps de quelqu'un. Et c'est inclus dans l'admission des personnes quand elles arrivent à l'auberge, comme quoi les personnes peuvent se présenter sous toute forme d'expression de genre. Donc, parce que oui, on l'entend souvent, les femmes vont avoir... on a peur d'ouvrir nos services aux personnes trans et non-binaires à cause que les femmes vont réagir. Ça, c'est quelque chose qu'on entend. Oui, elles réagissent, mais un coup cette réaction-là est passée, ça se passe très, très bien. On essaye de miser sur ce qui nous rassemble. Donc, le fait qu'on vit tous
sous le patriarcat, qu'on vit tous des violences genrées et que quelqu'un le nommait dans le chat, les personnes trans vont vivre énormément de violence. Donc, les femmes vivent énormément de violence, les personnes trans aussi. Donc, rallions-nous sous ce thème plutôt que sur les différences. On a été accompagné par Interligne, qui est un organisme fantastique justement dans cette réflexion-là, qui nous disait c'est impossible parce que nous, on a des objectifs utopiques sur on veut qu'il n'y ait jamais de propos transphobes ni racistes à l'auberge. C'est impossible, il va toujours en avoir, mais il faut viser le plus possible de les atténuer. Donc, quand on vise cette atténuation-là, on est dans la bonne direction. Et aussi, c'est que les gens vont aussi aller dans des services où ils se reconnaissent. Donc, si la personne ne se reconnaît pas dans ton service, c'est pas vrai que du jour au lendemain, on ouvre aux personnes non-binaires. Si les personnes non-binaires ne se reconnaissent pas dans ce que l'Auberge Madeleine offre comme service, elles vont pas venir, ces personnes-là. Donc, il y a ça aussi dans ce qu'on dégage comme service. Le mot se passe. Les femmes, quand elles viennent à l'auberge, plus de la moitié des femmes qu'on accueille chaque année, c'est des premiers séjours. Et quand on leur demande comment ça tu viens à l'auberge, ben j'ai entendu parler de vous, on m'a dit de venir ici. On m'a dit que ici c'était le fun, qu'il y avait des chambres seules, qu'on mangeait bien, que ci, que ça. Donc, le mot aussi se passe. Et dans la population trans, de la diversité sexuelle et de genre, le mot se passe sur quel organisme faut aller, quel organisme faut pas aller aussi. C'est dans la façon d'accueillir les autres. Je sais pas si ça répond, mais voilà. Oui, merci beaucoup, Josiane, de souligner tout ce que tu as souligné. Puis je pense que Philippe Benoît aussi a quelque chose à rajouter. Ben, c'est probablement dans la même veine que Josiane, là, mais tu sais, c'est vraiment l'idée. Il faut penser des pratiques inclusives, en fait. Puis tu sais, en fait, l'idée, c'est de se dire, quand on exclut des populations, parce que c'est un peu ça, en fait, si on ne prend pas les femmes trans, si on ne prend pas les personnes non-binaires, tu sais, on les exclut. Ça fait que là, on les exclut, mais ils vont aller où ces personnes-là, dans quel organisme elles vont aller. Euh, Puis un des constats, en fait, qui a émergé d'un chapitre de livre là, qui va bientôt vraiment paraître, en fait, là, mais on a fait, en fait, cette réflexion-là, en fait, avec les personnes intervenantes qu'on avait rencontrées. Puis systématiquement, dès qu'il y a des questions qui se posent sur comment on fait pour gérer en fait là, les personnes trans et non-binaires dans mon organisme, systématiquement, s'il y avait comme une résistance, ça se manifeste en excluant les personnes trans et non-binaires. C'est jamais les personnes cisgenres qui sont exclues des organismes, là. C'est tout le temps les personnes trans et non-binaires. Il y a vraiment comme un odieux qui est porté sur ces personnes-là. Plutôt qu'essayer de les exclure, je pense qu'il faut juste essayer de voir comment on peut les inclure. Puis c'est important de créer peut-être une ressource d'hébergement. Je pense que je milite pour ça depuis 10 ans là, avec différents organismes, là, mais c'est important d'avoir une ressource d'hébergement, au moins une, je dirais. Là, ça en prendrait plus que ça, mais une ressource d'hébergement pour les personnes trans non-binaires, mais il faut faire ce travail-là aussi à l'intérieur de nos organismes. Puis il existe, là, tu sais, je ne connaissais pas le document que tu viens de proposer, Josiane, là, mais il existe d'autres documents. Il y a le Conseil québécois LGBT qui a travaillé sur un document là, qui est paru cette année. On avait participé, moi, d'autres personnes aussi là-dessus. Tu sais, ça donne vraiment des balises sur les questions à se poser, qu'est-ce qu'on doit faire, comment qu'on fait pour adapter en fait mon organisme. C'est vrai que c'est des questions de fond, mais c'est des questions de fond qu'on était plus de se poser en intervention. Quand vous posez des questions sur est-ce qu'on permet les gens de rentrer en état de consommation ou pas, s'ils peuvent consommer ou pas, on les a, ces questions-là. Là, c'est juste parce que là, on dit qu'on est comme déstabilisé en fait par la question des personnes trans, mais pourtant ces personnes-là existent depuis longtemps. C'est pas une nouveauté, c'est pas une nouvelle réalité, c'est des enjeux qui étaient présents depuis toujours. Mais c'est juste comment on les pense, comment on fait pour inclure en fait ces personnes-là. Puis on en a des balises, là. De plus en plus, il y a de balises qui existent pour ça, là. Exact. La Jeunesse Lambda travaille là-dessus depuis déjà longtemps, mais là, je pense qu'ils ont réactualisé le projet, là. Voilà. Merci Philippe Benoît, merci à toutes les réactions de nos panélistes puis aux questions de la salle. C'est ça, je vois qu'il est moins quart, donc peut-être que ça serait le temps de laisser la parole à Naomi pour les considérations finales.
Oui, merci Lisandre. En fait, je suis là pour clore le dîner. Merci beaucoup Lisandre pour l'animation. C'était super de pouvoir bénéficier un peu de ton regard éclairé sur les questions de genre pour relancer les discussions du panel puis des personnes du public. Merci à nos panélistes aussi pour la qualité de vos présentations puis de vos réactions aux questions. Puis pour la présence de tout le monde aujourd'hui. Merci d'avoir osé poser des questions pas faciles. C'est important pour avancer.